Leçon numéro 3 est consacrée à la fonction de densité de probabilité. Commençons par exécuter les codes nécessaires. Ce code-là, comme je l'ai toujours dit, est un code optionnel, donc vous pouvez quand même l'exécuter. Ici, nous exécutons le code qui nous permettra d'importer les outils, d'accord, Pandas, NumPy, Matplotlib, Born, Stat. Nous importons les données et nous remettons la fonction de calcul de la répartition empirique d'une variable, d'accord, que nous avons créée dans la leçon précédente. Donc, on exécute cette cellule de code-là. Voilà. La fonction de densité de probabilité d'une variable continue décrit les chances d'observer une valeur de cette variable. Nous avons vu comment tracer la fonction de densité de probabilité dans la session consacrée à l'analyse univariée. Donc, un petit rappel, traçons le graphique de densité de probabilité de la largeur des sépales d'Iris virginica. Largeur des sépales. Je remets la data frame ici. Donc, iris.head. On veut densité de probabilité de la largeur des sépales pétales wave d'Iris virginica. Donc, ce que j'ai à faire, il faut que je fasse une filtration encore. Donc, c'est pour vous dire que la filtration, c'est un outil très utilisé en statistique et généralement en data science. Donc, Iris. Je vais filtrer pour avoir uniquement virginica. Et dès que j'obtiens la data frame, je prends maintenant la variable que je veux, à savoir pétale wave, largeur des pétales. On m'a dit largeur des sépales plutôt, largeur des sépales. Voilà. Et j'ai ma variable, je fais KDE égale à true, ou tout simplement, puisqu'il est déjà par défaut, je vais faire is égale à false pour afficher uniquement la densité de probabilité. J'exécute. Ouais, j'ai la largeur. Donc, je peux mettre un titre. Comme ça, c'est plus lisible. Titre. Attention, titre. Largeur des sépales de virginica. Mettez PRT chaud. Quand vous mettez PRT chaud, vous n'avez pas cet affichage-là. Voilà, largeur des sépales de virginica. Que constatons-nous par rapport à cette densité de probabilité? Elle a pratiquement une forme en cloche. D'accord? On dirait une loi normale. Les aires de la zone sous cette courbe-là, les aires des zones sous cette courbe-là donnent des probabilités en fait. Par exemple, la probabilité d'avoir une largeur des sépales au niveau de virginica, qui est une largeur des sépales supérieure à 3,5, donc 3,5 est là, elle est composée, ou bien l'aire délimitée, elle est égale à l'aire de la région limitée par la courbe, d'accord, par la courbe là, l'axe des abscisses et la droite d'équation y est égale à 5. Donc, je répète, la probabilité d'avoir une largeur des sépales supérieure à 3,5 cm est égale à l'aire de la région délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et la droite d'équation y est égale à 3,5. Pour calculer cette aire, on a besoin de connaître l'équation de la courbe afin d'appliquer le calcul intégral. Ça, c'est purement mathématique. C'est ce qu'on a appris en classe de terminale, je vais dire. Pour calculer une aire, on a besoin de connaître l'équation de la courbe.
Mais le problème est que l'on ne connaît pas l'équation de cette courbe. D'où l'objectif qui est d'ajuster une loi théorique à cette courbe-là, à cette distribution. Parce que nous avons des lois théoriques comme la loi normale, etc., la loi de Poisson. Nous connaissons l'équation de ces lois-là. Donc, pour toute distribution, pour toute variable, ce que nous cherchons à faire, c'est de lui ajuster une loi théorique et comme ceci, ainsi, nous allons pouvoir calculer ce genre de probabilité-là. Il faut bien comprendre la logique et comprendre en fait le problème ici. Très souvent, ce que l'on cherche à faire est de comparer la densité de probabilité d'une variable continue à celle de la loi normale appelée loi de Gauss. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. Lorsque vous voulez décrire un histogramme ou la densité de probabilité d'une variable, vous cherchez en fait à la comparer à la loi normale. Parce que la loi normale, c'est un peu une loi de référence en statistique. Donc, plusieurs processus statistiques en effet sont basés sur l'hypothèse selon laquelle les données sont normalement distribuées. Donc, vous aurez toujours affaire à la loi normale. Il faut toujours regarder est-ce que votre distribution est symétrique, voilà. Et si vous rentrez dans le modèle de machine learning, il faut toujours chercher à regarder si les distributions sont symétriques ou bien pseudo-symétriques, parce que la plupart des algorithmes de machine learning sont conçus pour travailler avec des distributions quand même pseudo-normales, je vais dire. Donc, pour ce faire, on peut aussi tracer la densité de probabilité de la loi normale dans le même graphique que celle de la variable qu'on analyse. Donc, afin de vérifier visuellement si votre distribution s'apparente un peu à la loi normale, vous allez tracer dans le même graphique une loi normale ainsi que votre distribution et faire une comparaison. Donc ici, nous allons vérifier si la largeur des sépales d'Iris virginica que nous avons ici, nous allons vérifier si cette distribution suit une loi normale. Pour ce faire, nous allons tracer une loi normale de même moyenne et de même écart type que la largeur des pétales des sépales de virginica. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire encore une filtration. Donc, décidément, avec les filtrations aujourd'hui, Donc, on veut calculer la moyenne de la largeur des sépales de virginica. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire la filtration. Je vais juste prendre la data frame ou bien même prendre toute la variable tout simplement. Et je pose là et j'ai ma moyenne. Donc, si je veux les quatre types aussi, que je vais nommer std. Donc, je fais np std. Donc, je gère ça. Maintenant, nous allons prendre des nombres aléatoires, donc générer des points aléatoires, mais dont la distribution suit une loi normale de même moyenne et de même écart type que la distribution de la largeur des sépales d'Iris virginica. Donc np random normal. Je vais mettre combien de points. Plus vous en mettez, plus c'est bon. Hein. Mais attention à la mémoire, aux capacités de votre ordinateur. Moi, j'ai mis 100 000 points. Et maintenant, je vais remettre la distribution densité de probabilité de virginica. Donc, ici, je vais mettre un label virginica. D'accord? Et maintenant, je vais tracer maintenant une loi normale. Alors, ici, au lieu d'avoir tout ceci, j'ai plutôt un tableau NumPy simple norm. D'accord? Is égale à false, c'est bien. Je mets maintenant la légende.
dit normal distribution. D'accord? Et je vais afficher les légendes comme ceci, avec piété légende, et afficher finalement le graphique. Donc, je reprends les étapes du code. Il faut comprendre la logique. Vous voulez comparer votre distribution, la distribution de la largeur des sépales d'Iris virginica, vous voulez la comparer à une loi normale afin de voir si elle suit une loi normale. Donc, pour cela, il faut tracer une loi normale, une distribution normale de même moyenne et de même écart type. D'accord? C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé par calculer la moyenne et l'écart type de la largeur des sépales de seulement l'espèce virginica. Nous avons ensuite généré 100 000 points dont la distribution suit une loi normale de moyenne, mean et d'écart type STD. Et ensuite, après, avec la fonction displot, nous avons tracé les densités de probabilité. D'accord? Et nous affichons, on exécute. Voilà, super. Donc, regardez, les deux courbes, qu'est-ce que vous constatez? Les deux courbes sont pratiquement superposables. Elles sont pratiquement confondues l'une à l'autre. D'accord? Donc, en rouge, vous avez la largeur des sépales de virginica et en bleu, vous avez la loi normale. Et c'est pratiquement superposé. Donc, ça veut dire que la largeur des sépales d'Iris virginica suit pratiquement une loi normale. Donc, on peut utiliser, d'accord, nous pouvons utiliser maintenant la loi normale pour estimer, d'accord, les probabilités de ces régions-là. Donc, on parlait de la probabilité que la largeur des sépales au niveau de virginica soit supérieur à 3,5. Maintenant, on peut utiliser l'équation de la loi normale pour estimer cette probabilité-là. Donc, voilà un peu comment le travail se fait en statistique inférentielle. C'est très intéressant. Maintenant, nous pouvons aussi tracer la fonction de répartition empirique de la variable qu'on analyse et la fonction de répartition théorique de la loi normale. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, c'est les densités de probabilité, mais ici, nous allons superposer maintenant les fonctions de répartition empirique de chaque loi. Donc, pour ce faire, étant donné que nous avions déjà créé une fonction pour calculer la fonction de répartition empirique, nous faisons appel à cette fonction. Rappelez-vous la fonction FRE. Donc, FRE, je fais encore ma filtration ou voilà, je copie juste là, j'ai besoin de juste cette variable là. D'accord, là j'ai X et Y pour virginica et maintenant je dois avoir X et Y pour la loi normale aussi que je veux tracer. Donc, FRE, je vais juste utiliser ce tableau de données sample norme. D'accord, je peux l'afficher, je l'affiche quelque part là, insert et port, sample norme, vous allez voir que c'est un tableau non pas de données. Il ne peut pas tout s'afficher parce que j'ai mis 100 000 points. Donc, il a tronqué les données et il affiche seulement quelques points. Donc, quand vous regardez la moyenne de ces données, d'accord, c'est min ici et le écart type, c'est STD. Et ensuite, leur distribution, c'est une loi normale. Donc, je l'utilise pour calculer un CY ici. Donc, sample norme. Ensuite, j'affiche quoi, je trace les fonctions de répartition empirique, donc X, Y, ici, je mets, alors, ici, c'est virginica était en rouge, donc je vais mettre red aussi, comme ça, pour ne pas confondre les choses, et la loi normale était en bleu.
color égale blue. Très bien. Il faut toujours noter les axes. Là, c'est la largeur des sépales. Et en ordonnée, fonction de répartition empirique. Ou probabilité empirique, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez une sorte de sigmoïde là, qui va de 0 à 1. Très bien. Donc, vous voyez, nous avons aussi pratiquement une superposition. Le graphique confirme que la largeur des sépales d'iris virginica suit approximativement une loi normale. Même si ce n'est pas parfait, ça suit quand même une loi normale. Donc, en supposant que la largeur des sépales d'iris virginica suit une loi normale, nous pouvons donc calculer la probabilité de départ, l'exemple que je vous avais donné. La probabilité d'avoir une largeur des sépales supérieure à 3,5 cm en prenant n'importe quelle espèce Iris virginica. Donc, comment je fais? Je fais probe égale NP somme de samples normes, puisque j'ai dit que la distribution de la largeur des sépales d'un Iris virginica suit approximativement une loi normale. Donc, je peux utiliser la loi normale pour faire mon calcul. Supérieur à 3,5 divisé par, voilà, et j'aurai la probabilité maintenant empirique. Donc ici, la probabilité ici estimée en termes de fréquence. Donc la fréquence. Donc ici, je prends tous les points de sample norme qui sont supérieurs à 3,5. D'accord? Je fais la somme et je divise par les 100 000, c'est-à-dire la taille de samples normes. Et là, j'aurai une estimation de la probabilité que la largeur des sépales d'un Iris virginica soit supérieure à 3,5 à 3,5 cm. Donc, cette probabilité, elle est estimée à combien? La probabilité est estimée à, et là, je peux l'estimer à probe. Si je veux, je la mets en pourcentage. Donc, probe fois 100. Je la mets en pourcentage comme ceci. Et j'exécute. La probabilité est estimée à 5,065%. D'accord? Donc la probabilité que la largeur des sépales d'un Iris virginica soit supérieure à 3,5 cm est de 5,065. Donc, vous voyez la puissance de la statistique inférentielle qui nous permet vraiment de répondre à des questions à partir de notre seul échantillon de données. D'accord? Ici, nous avons un seul échantillon et le biologiste Fischer n'a pas échantillonné toutes les espèces d'iris du monde entier. Et c'est impossible. Mais avec son seul échantillon de 150 observations, nous pouvons répondre à des questions et avoir quand même une certaine certitude. Bon, pour la certitude, nous allons dans la session consacrée aux intervalles de confiance discuter de la certitude. Mais quand même ici, nous avons déjà un résultat. Dans la leçon suivante, nous allons utiliser des simulations pour estimer des probabilités.